Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1112 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 décembre 2025. Cette émission vous est présentée par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Baptiste Plichon pour cette émission consacrée au renouveau de la photographie argentique. Pour commencer, on va essayer de comprendre pourquoi la photographie argentique est en plein renouveau. Il y a de plus en plus de pratiquants, aussi bien côté amateur, expert et même professionnel. Certaines marques proposent toujours de nouveaux modèles de boîtiers, des boutiques spécialisées et des structures se montent un peu partout en France. Et on voit même fleurir relativement régulièrement de nouvelles pellicules. En guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Guillaume Ben, qui a fondé en 2018 l'association Les Trois Bains. On l'écoute nous parler de leur nouveau lieu à Paris, conçu par et pour les photographes amoureux de photographie argentique. Alors, les Trois Bains, c'est une association qui est née en 2020 et la particularité, c'est que c'est un labo collectif. Alors, c'est une association collective, donc on prend toutes les décisions ensemble et c'est une gouvernance vraiment partagée. Donc depuis 2020, on est dans le 15e arrondissement. On a un local, qui nous permet d'avoir un labo photo. On a accueilli une soixantaine d'adhérents et on a formé plus de 500 personnes au tirage argentique, au développement en noir et blanc. Et depuis cette année, on se lance dans une aventure un peu folle, qui est d'ouvrir un nouveau lieu dans le 20e arrondissement, qui combinera un labo photo, un studio photo et un espace d'exposition, d'échange, de rencontres autour de la photo. Dans ce nouvel espace, l'idée, c'est qu'on ait des porteurs de projets actifs qui vont être, qui vont s'engager sur un ou 2 sujets, par exemple sur la communication, sur les initiations, les workshops, le studio photo, organiser des expos. Voilà, donc chacun est porteur d'un sujet, parfois en équipe de 2. Et seulement ces personnes-là ont accès H24 au labo, on va dire, parce que c'est eux qui gèrent le lieu. Même si le lieu, finalement, il va être occupé par des workshops, et cetera. C'est vraiment l'ambition de ce lieu, hein, donc ils n'auront pas accès à 24 heures sur 24, mais ils auront accès quand ils peuvent. Et après, on accueillera des gens en résidence qui viendront du coup proposer un projet et auront du coup accès à l'espace pour réaliser ce projet. Mais donc l'espace n'a pas vocation à être ouvert au public 24 heures sur 24. On n'est pas un lieu de réservation comme pourrait l'être, Inactinic, vous connaissez peut-être, ou Emulsion Lab, en couleur. Et ce nouveau projet va être financé à peu près à 50-60 % au début par les cotisations des membres, dont je te parlais, des membres fondateurs de ce projet. On est une dizaine aujourd'hui, plus quelques résidents, donc il y aura 4-5 résidents qui financeront aussi en partie avec leurs cotisations. Et sinon, pour ce nouveau projet, ça va être à travers des ateliers et de la mise à disposition du local pour, des gens qui veulent partager leur savoir. Il y en a de plus en plus des structures, des associations qui se montent comme ça, on va dire autour de la thématique de la photographie argentique, même si on comprend bien que dans le cas des Trois Mains, ça va un petit peu au-delà de ça. T'en avais entendu parler de cette association, Baptiste? Oui, oui, moi j'avais suivi un petit peu leur projet, sur Instagram. Moi, j'essaie de me tenir au courant un peu de tout ce qui se fait dans ce domaine depuis, longtemps. Moi, ce que je remarque, c'est que, alors qu'à une époque on se disait: «Lancer un labo photo aujourd'hui, Ouais, faut être pourquoi dingo, faire? Faut quoi. être» Ouais. et là, je sais qu'il y a plusieurs labos qui se sont ouverts ou qui s'ouvrent. Moi, j'avais été visiter il y a quelques années Mori Film Lab à Bruxelles, qui au début était une, toute petite structure de gens qui avaient été formés en Australie par Film Never Die et qui, aujourd'hui, ont leur labo, ont une chambre noire, et où le projet s'est énormément développé. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que même, au-delà de l'argentique, le modèle du labo photo, a aussi vachement évolué vers un aspect, plus communautaire, plus de partage, où même on parle de photos différemment de ce qu'on le ferait. C'est plus simplement un endroit où on va, venir déposer une pellicule et récupérer ses tirages. Se créer autour vraiment des structures de partage, de formation, d'accompagnement autour de la photographie argentique, mais pas que, aussi de la culture photo, de manière plus générale. Et en ce qui te concerne, comment tu en es venu, toi, à l'argentique? Tu fais partie de la jeune génération quand même. Tu as un GFX, Ouais. mais tu fais, beaucoup de prestations argentiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Alors, bah, moi, j'ai commencé l'argentique. Au départ, c'est ma femme qui en faisait quand on s'est rencontrés. Moi, je faisais un peu de photos, un peu de vidéos, mais pas.
Et en fait, en faisant tous les 2, j'ai un peu attrapé le virus et puis à l'époque, c'était, pas cher du tout. Alors quand tu dis à l'époque, c'est quelle Alors année? 2015-2016, quelque chose comme ça, au sens où c'était pas cher, où en brocante, on trouvait des réflexes pour 10 € et la pellicule la moins chère, en couleur était à 2,50 €. Donc c'est une époque qui fait Une autre époque. voilà, ça fait un peu rêver aujourd'hui. Et nous, moi, j'étais, étudiant, j'avais pas forcément, beaucoup de moyens et faire de la photo argentique, c'est une manière de faire de la photo à pas très cher parce que, avec un boîtier à 30 ou 40 € et de la pellicule à 2,50 € avant d'arriver au montant dépensé qui était celui nécessaire pour acheter un boîtier numérique, bah, on avait le temps de voir venir et de shooter quand même pas mal de photos, à l'époque, prise de vue et développement compris, on était à ouais, peut-être 8-10 € pour, allez 12 pour 36 poses, quoi, Ça donc fait rêver. ça fait vraiment rêver. Et après, quand j'ai commencé, moi, à me lancer dans la photo professionnelle, ça a été un moyen de me démarquer au départ parce que c'était des choses qui existaient dans le très haut de gamme, dans le super fine art et où il y avait encore des gens qui travaillent encore au moyen format argentique et Ouais. cetera, mais pas dans le domaine de la photo de mariage, entre guillemets «pour les gens normaux». Ça se faisait plus du tout et donc moi, ça a été un j'avais pas à l'époque les moyens d'acheter un plein format et cetera. C'était un moyen de me lancer avec mes moyens et puis en me démarquant aussi d'un point de vue marketing sur ça et bon, j'ai commencé petit, puis après, ça s'est développé et j'ai un peu développé ça sur le tas au fur et à mesure. Mmh. Alors, du coup, ça rentre vraiment dans tes options de prestations maintenant en mariage. Est-ce que les gens viennent te chercher parce que tu proposes de l'argentique? Est-ce qu'ils sont séduits par cette option qui a un coût, hein? J'ai vu sur ton site, c'est pas le même prix. Un reportage en numérique, un reportage en argentique, ça paraît évident, mais bon, faut quand même le préciser. Ou est-ce que finalement, cette approche-là, elle te permet d'obtenir une espèce de signature visuelle très marquée et que c'est ça que les gens viennent chercher? Alors, il y a un peu des 2. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai commencé vraiment en proposant du tout argentique sur les mariages. Donc, je faisais très peu de numérique et vraiment tout en argentique à des tarifs qui, à l'époque, étaient hyper intéressants, mais je faisais tout moi-même. C'est-à-dire que la seule chose que je sous-traitais, c'était le développement des films au laboratoire et toute la numérisation, et cetera, je faisais tout moi-même. Ça me prenait un temps démentiel. Hem Et ça m'a permis effectivement, dans mes premiers clients, de gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient fait, tous les sites d'annuaires de photographes, qui comprenaient pas forcément la différence qu'il pouvait y avoir, de tarifs entre tel photographe et qui me disaient: «Bah, on s'est dit: "Bah, pourquoi pas de l'argentique? C'est un peu différent" et on avait l'impression de payer pour, quelque chose derrière. Un On dit truc souvent, voilà, un artisanal, truc voilà. artisanal. Alors, il y a forcément un côté un peu marketing, hein, dans cette approche, forcément. Mais c'est vrai que, au départ, on venait me chercher, mais même encore aujourd'hui, alors que même dans l'univers du mariage, c'est quelque chose qui se fait plus et qui redevient tendance aussi. Hem, on vient encore me chercher parce que je propose, ce côté-là argentique et que dans la tête du grand public, c'est aussi associé à certaines valeurs, à ce côté artisanal, à ce côté, voilà, un peu vintage, un peu, et qu'il y a des valeurs qui sont associées à ce mot argentique qui plaisent à un Mmh. certain type de clientèle. Et Arthur, il mentionnait, une tarification différente et évidemment, ça coule de source. Bah, nous, on le sait, mais est-ce que tu as besoin de faire preuve de pédagogie envers le client? Ou est-ce que pour eux aussi, l'artisanat égale plus de temps, égale tarif, à la hausse? Alors, pendant un temps, oui. Au début, il y a quelques années, c'était plus le cas. Maintenant moins parce que comme on en a parlé, voilà, c'est passé on a parlé d'argentique sur M6 ou, enfin sur des médias mainstream, Ouais. Mmh. heu, les gens ont repris un peu en tout cas les gens qui me contactent, je dis pas que c'est le cas sur l'ensemble de la population, mais les gens qui me contactent, ils ont un peu quand même déjà ce côté de valorisation et de valeur, du travail derrière. Après, voilà, comme tout collègue photographe de mariage, on reçoit, aussi des demandes, impossibles, Ouais. voilà donc voilà: «Bonjour, je veux un mariage tout en argentique et j'ai 800 € de budget». Non, bah, ça n'est pas possible parce que c'est mon coût produit donc Mmh. on a forcément ce type de demande, mais moins aujourd'hui qu'à une certaine époque. Sachant qu'aujourd'hui, moi, de mon côté, les coûts de l'argentique ayant énormément augmenté par rapport à quand je me suis lancé, et je fais aujourd'hui plus de mariages hybrides argentiques et numériques Ouais. que simplement numériques.
Je le propose toujours, mais c'est vrai que la tarification est forcément, là, pour le coup, vraiment beaucoup plus élevée que ce qu'on trouverait sur un photographe plus classique, parce que derrière, il y a un coût pour moi qui est forcément plus important. Et je précise d'ailleurs à nos auditeurs que tu pousses le délire hyper loin, parce que tu proposes même de la vidéo de mariage en Super 8. Mais ça, c'est Ça une a autre beaucoup de charme, le histoire. Super 8. Moi, j'ai adoré voir le mariage de mes parents en Super 8. Ouais, C'est ouais, moi j'aime génial. beaucoup aussi, mais c'est vrai que bon, c'est très à la mode aux États-Unis, donc j'essaie d'avoir un peu d'avance sur la tendance. Alors, bon, la photo argentique, elle a naturellement dégringolé avec l'arrivée et surtout la démocratisation de la photographie numérique autour des années 2000. Est-ce que de ton point de vue, Baptiste, tu peux nous raconter peut-être les grandes étapes de ce déclin et finalement aussi les étapes de cette renaissance? Sur le déclin, moi j'étais jeune hein, quand même, mais je me souviens quand même ouais, de voir mes parents justement acheter leur premier compact Ouais. numérique dans les années, je sais pas, 2000 et abandonner le Canon EOS 500 familial et le 18, le type de kit. Et je pense que ce qui a tué l'argentique vraiment, c'est l'arrivée du compact digital et la promesse de pouvoir faire autant de photos qu'on veut en vacances, de pas avoir de limite. Moi, je me souviens de partir en vacances gamin avec des jetables et mes parents qui me disaient prends pas trop de photos de n'importe quoi parce que le développement ça coûte cher, ou Mm. ce genre de choses. Je pense que c'est une revanche sur la vie aujourd'hui. Et de repartir après en vacances avec le compact où on revenait avec 800, 900, 1000 photos, de pas avoir de limite. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est que c'est une époque aussi où moi, j'ai jamais autant perdu de photos que toutes les photos que j'ai prises en numérique sur cette période-là, avec un petit compact digital que Ah, j'avais, purée. je les ai perdues. Et toutes les photos d'enfance que j'ai en argentique, je les ai encore. Et je sais que là, depuis que je fais de l'argentique, j'ai mes classeurs avec mes négatifs, etc. Même si je perds mes fichiers, même si mon disque dur ou quoi que ce soit, je sais que je peux toujours revenir au négatif. Et je pense que dans le renouveau, il y a ce côté-là aussi, où on est arrivé à un truc où il y a tellement de dématérialisation de nos images, de nos films, de nos musiques, de nos médias en général, que retrouver un côté physique, retrouver quelque chose de tangible, je pense que pour un certain type de photo, pour une certaine pratique de la photographie, il y a un véritable aspect. Et peut-être encore plus aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA générative et de la création d'images comme ça. Peut-être qu'on va voir aussi d'autres aspects de l'argentique au niveau de ce support physique qu'on a peut-être oublié avec le numérique, quoi. Ouais, on compare souvent ce besoin de matérialité avec la musique et le vinyle, hein, le succès Mm. du vinyle. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez comparable, mais tu le situerais à peu près quand, ce renouveau de l'argentique? Parce qu'il y a eu l'Instax, le déferlement de l'Instax. Au moment des premiers iPhones, il y avait des applis qui avaient un succès fou, comme Ipstamatic, qui simulaient des Mhm. rendus argentiques aussi, qui connaissaient beaucoup de succès. Finalement, pour moi, la première vague de retour un peu à la tendance de l'argentique, c'est la lomographie. Mm. Enfin, la lomographie en tant que pratique portée par la marque Lomographie. Mais l'idée, et ça correspond étonnamment un petit peu justement au début d'Instagram et des filtres, etc. Au sens où, pour se démarquer visuellement, il y a des groupes de photographes qui ont commencé à reprendre des photos argentiques, mais voilà, avec de la pellicule périmée, avec des fuites de lumière. Ouais. Reprendre cet effet un peu filtre Instagram qu'on avait à l'époque pour se démarquer sur les réseaux, la- avec de la pellicule, pour avoir ce côté, on a des images qui sont différentes, qui ont du grain, qui sont imparfaites, qui ont... Et moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment ce truc-là, et on faisait globalement de l'argentique parce que c'était pas très cher, parce qu'on pouvait faire de la photo avec 3 fois rien, et parce que ça donnait des images qui étaient très différentes, et souvent même plus qualitatives que certains des appareils photo de l'époque, où entre récupérer un réflexe argentique, mettre une pellicule dedans, où on avait souvent un 51.8 d'une bonne qualité optique, etc., ou avoir un petit compact Nikon Coolpix digital à 150 euros, Ouais. Et ou pas photo pour le un coup. téléphone de l'époque, la qualité d'image, elle était beaucoup plus intéressante et beaucoup moins chère finalement en argentique. Donc moi, je dirais 2015, 2016, ça commence, puis après ça a repris, l'instantané a joué un rôle Ouais. aussi important par rapport à ça.
Ce qui est marrant, c'est de voir qu'il y a toujours des constructeurs qui s'intéressent à cette pratique. On se souvient par exemple l'année dernière, Pentax, qui a lancé un nouveau boîtier, Mhm. bon, avec un concept discutable, mais ils ont quand même lancé un nouveau boîtier, le Pentax 17. Fujifilm, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, qui fait plus que surfer avec cette photographie instantanée et ses instax, l'homographie, les PAP, prêts à photographier, Mhm. les appareils jetables dont on peut discuter évidemment la pertinence écologique et environnementale Ah là, on est dans le de règne nos du tout jours. plastique et du jetable. Oui, c'est Euh, plus que discutable. mais ça va encore beaucoup. Et puis il y a Polaroid aussi, le concurrent d'Instax, qui a eu une histoire folle. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce qui s'est passé avec Polaroid? Alors, Polaroid, ils ont fait faillite. Tout a été démantelé, mais il y a un petit groupe qui, à l'époque, s'appelait Impossible Project, qui a récupéré, qui a sauvé ce qu'il a pu sauver, finalement, de machinerie d'usines pour essayer de relancer, de conserver. Et de savoir-faire surtout. Et de savoir-faire, ouais. De savoir-faire. Bah, savoir-faire, ils ont eu du mal parce qu'ils ont été frappés à la porte de Fujifilm pour demander si on pouvait partager les brevets qui avaient été rachetés par Fuji. Et Fuji, ils ont dit non merci. Donc la difficulté d'Impossible Project et de Polaroid, c'est qu'ils ont dû reconstruire Polaroid sans les technologies développées par Polaroid. Donc voilà, qui se retrouve aujourd'hui dans... Impossible Project. C'est quoi. ça, dans les Instax. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont réussi à prendre... ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à séduire une catégorie un peu plus d'artistes, voilà, de jouer sur le fait que le rendu n'est pas forcément parfait ou un peu aléatoire, etc. Pour séduire une certaine partie d'artistes, une certaine pratique de la photographie. Pour avoir fait les deux, je trouve que le support de Polaroid est quand même beaucoup plus premium que le support d'Instax, mais c'est vrai que C'est pas le même prix non plus. c'est pas le même prix, et au niveau de... Ça dépend de nos attentes, mais c'est vrai qu'au niveau de l'émulsion, si on attend de la fidélité ou de la prédictabilité, Ah oui, oui. bon, c'est pas forcément le point fort de Polaroid, mais il y a ce côté, voilà, Mais ça fait le artiste, charme ça de fait le tout charme, ça. ça fait le charme. Ouais, Ouais. enfin, la fiabilité n'était pas toujours au rendez-vous pour en avoir pas mal utilisé sur mon SX70, notamment en déplacement. Alors après, souvent, c'est les appareils. Et quelques C'est pas ratés, hein. forcément l'émulsion, mais il y a aussi beaucoup. Moi, je sais que j'ai récupéré un SX70 qu'on m'a donné en me disant peut-être il marche pas. Bon, il fonctionne, mais une fois sur 4, quoi. Donc, Mhm. c'est aussi un des problèmes de l'argentique et des vieux appareils dont on parlera peut-être, c'est voilà, l'entretien, la réparation. Bah, d'ailleurs, il faisait du reconditionnement, hein, Impossible Project, hein, pas mal. Ils avaient même lancé un boîtier. Ouais. Comment il l'appelait le Le i1 E-type, ouais, le i1, E-Type, ouais, i1 ou ouais, E-type, je sais plus. était assez En triangle. ambitieux comme idée. Alors, on observe évidemment que la pratique de la photographie argentique trouve un succès certain auprès des jeunes, c'est-à-dire auprès des gens qui n'ont pas eu d'expérience dans leur passé de la photographie argentique, qui n'ont peut-être même pas eu d'expérience en photographie numérique avec ce qu'on va appeler un véritable appareil photo. Pourquoi c'est ces gens-là qui s'intéressent en grande partie et qui sont la cause de ce renouveau? Si on essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail. Moi, je pense qu'il y a ce côté, premièrement, ce côté matérialité où Ouais. on a tout aujourd'hui dans un smartphone, et le fait d'avoir un outil dédié à quelque chose, des fois, c'est aussi intéressant. Je pense qu'on voit la même chose dans le vinyle ou des choses comme ça, où bah, on va écouter un vinyle, on va prendre un moment pour apprécier cet instant-là. Je pense que dans le retour de l'argentique, il y a ce côté-là. On va avoir un appareil qui est dédié à une chose, une fonction, et on va pouvoir se concentrer sur le fait de prendre des photos, que ce soit pour soi, en voyage, en soirée. Je pense que ça joue beaucoup de différencier voilà, les photos qu'on va pouvoir prendre au smartphone au quotidien et faire de la photo avec un outil dédié qui est pas pollué par voilà, des notifications, par ce côté-là. Il y a la promesse aussi du rendu. Moi, c'est à la fois quelque chose que je trouve intéressant et qui m'énerve parfois d'avoir ce côté, oui, bah, l'argentique, c'est la surprise, on ne sait pas ce qu'on va prendre en photo, on a la surprise au développement, etc. Puisque pour quelqu'un qui fait de la photo et qui connaît les concepts de photographie, c'est faux. On sait ce qu'on va prendre en photo, on a fait 100 ans de photos, et quelqu'un qui va prendre une photo à l'argentique, qui sait qui sait utiliser un appareil photo, il sait ce qu'il va Tu peux avoir. pas raisonner comme eux, c'est pas possible. Voilà, mais il y a ce côté effectivement dans l'imaginaire de bah, je prends des photos comme je les découvre une semaine, 2 semaines, 3 mois après les avoir prises.
j'ai cette surprise et j'ai raté, j'ai pas raté. Donc il y a ce côté un peu tension et je pense que ça crée aussi cette attente, un rapport différent aux images qu'on a prises. Au sens où, quand on est parti en j'en parlais avec des gens qui ont suivi mes ateliers, bah, quand on part en voyage, voilà, on fait notre pellicule, on revient, on la dépose. Le labo, il met peut-être, 2, 3, 4 jours à nous retourner les fichiers et on retrouve nos photos, et c'est comme si on repartait finalement en voyage ou qu'on refaisait l'expérience qu'on avait fait. Chose qu'en numérique, bon, bah, forcément après la journée, on va avoir tous tendance à regarder les photos sur l'air du Puis après boîtier, la à journée, machin. 3 secondes Voilà, ou après 3 avoir pris secondes la après. photo, c'est déjà publié, partagé, enfin, ouais, c'est autre Alors, chose. en Wi-Fi 6 gigahertz direct. Oui, tout à fait. Et, moi, il y a 3 ans, j'avais échangé avec une chercheuse au CNRS qui s'appelle Monique Dagneau, qui avait fait une enquête visant à mieux comprendre l'esprit du temps des générations Y et Z. Et en fait, elle parlait d'une forme de rejet du numérique de ces générations-là aussi, qui se sentaient un petit peu écrasées. Et en fait, pour eux, bah, le fait d'avoir du vinyle, d'avoir une matérialité, même des appareils argentiques, c'était une forme de reprise de contrôle sur Mmh. l'outil. Et ils avaient l'impression d'être en meilleure gestion de la chose. Donc c'est un petit peu ce que tu dis aussi. Et puis, il y a ce côté aussi des réseaux sociaux. Aujourd'hui, bah, on parlait de voilà, c'est automatiquement publié aussi. Je sais que j'avais échangé avec, le patron d'un labo qui me disait: «Beh, nous, on a, beaucoup de jetables, par exemple, de soirées étudiantes». Parce qu'il y a les photos qu'on va prendre au smartphone qui peuvent être partagées, qui peuvent être se retrouver sur internet et cetera et il y a les jetables qu'on va déposer sur lesquels on ne va surtout pas demander de numérisation, que les tirages. Parce que c'est Ah les ouais. photos, qui justement, ne vont peut-être pas être partagées, qui vont pouvoir rester dans l'intimité, bon Bah, j c'est ça, c'est moins invasif. c'est ça. Et ça, c'est Et un aspect qui est important aussi. il y a ce contrôle qu'on a avec, l'argentique, notamment, bah, voilà, quand on commence à développer ou scanner ou tirer ses propres photos, bah, on est les seuls à avoir ces photos et on a moins cette pression peut-être de partage, ou de pression à partager sur internet qu'avec le numérique. Bon après, des fois c'est toujours pareil, ce qui est toujours particulier, c'est qu'on peut avoir les mêmes usages avec le numérique. Tu peux très bien, couvrir ton écran, ne pas regarder tes photos et les découvrir 2 semaines Fujifilm après. a lancé un Absolument. boîtier qui va dans ce sens-là, qui s'appelle le X-Alpha. Et c'est tout à fait possible, mais on voit que même que dans le X-Alpha, il te bloque. Bah, tu peux pas y accéder, même Mmh. si tu veux, tu peux pas les bloquer. Et je pense que, c'est ce que je dis souvent quand on me dit: «Bah, tu pourrais faire pareil avec le numérique». Dans les faits, oui, tu peux faire de la photo avec le numérique, mais ça t'oblige à toi censurer d'une certaine manière, à ne pas Il faut être regarder tes ultra photos. discipliné. C'est ça, ça t'oblige à une grosse discipline, alors qu'en argentique, tu n'as pas le choix. Tu n'as plus le choix de ne pas voir tes photos et donc bah, tu te poses pas la question et même dans ta pratique, tu vas pas, je pense, pratiquer la photo, faire les mêmes photos et avoir la même approche de la photographie, avec un matériel argentique ou avec un matériel numérique. Sinon, il y a un moyen, hein. Tu mets une carte de 16 gigas dans ton GFX. C'est vrai, A tu fais priori, tu vas 36 être photos. limité. Tu peux quand même la partager sur les réseaux sociaux. Enfin, bref, passons. Pour continuer, on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Mathieu Catravo. Et lui, il nous explique pourquoi il a fait le choix de l'argentique dans son travail. On l'écoute. Alors, c'est une question aussi que je me suis posée, donc de pourquoi j'utiliserais l'argentique? Puisque de base, moi, j'ai commencé, avec le numérique, il y a, maintenant 13 ans, il me semble et ça m'allait très bien pendant un bon moment. J'étais très content de faire des photos en numérique et j'avais jamais vraiment pensé à utiliser l'argentique de manière, sérieuse, en quelque sorte. Et puis un jour, j'ai essayé avec un appareil que j'ai récupéré de ma mamie. J'ai trouvé ça fun, juste avec la règle, basique du Sony 16 et et voilà, en gros, le résultat était vraiment sympa dès le début, sans vraiment faire d'efforts. Et plus tard, j'ai découvert certains photographes que j'aimais comme, Rosie Matheson, je crois et puis peut-être d'autres, mais surtout elle et j'avais vu qu'elle utilisait un gros Mamiya, argentique et j'ai eu la chance d'en trouver un pour pas cher du tout, en fait, en Russie pendant un voyage il y a 6 ans, je crois, ou 7 ans maintenant et du coup, je l'ai pris et c'est là que j'ai vraiment commencé mon aventure d'argentique et en fait, je pense qu'au-delà du résultat, ce qui m'a poussé à continuer dans cette pratique, c'était vraiment la prise en main. Parce qu'un appareil numérique, surtout ceux avec les écrans, les hybrides, tout ça,
je trouve pas ça hyper agréable à utiliser. C'est à la limite un réflexe avec un miroir, c'est sympa, on voit vraiment le monde, mais à travers un écran, même moi j'ai un GFX, donc un des meilleurs, appareils numériques, ça m'amuse pas vraiment de l'utiliser. Alors qu'à l'argentique, il y a toute la mécanique de l'appareil photo qu'on ressent quand on avance l'image, quand on regarde dans le viseur, on a un beau viseur, surtout quand en moyen format, ce que j'utilise, on a un gros dépoli et c'est surtout cette sensation que je recherche, avec l'utilisation de l'argentique et sinon le résultat évidemment il est chouette aussi et donc je continue quand même à l'utiliser. Mais voilà, la sensation que me procure, l'utilisation de mon appareil, je pense qu'elle est déjà, bonne pour ma bonne humeur, mais aussi qu'elle profite au résultat puisque, bah, si je m'amuse en faisant mes photos au final, je pense qu'on le ressentira dans le résultat. Alors, Mathieu, dans son témoignage, il insiste beaucoup sur le rapport à l'objet. Il parle de visée, il parle de rapport au réel, il parle de mécanisme. C'est ça aussi le plaisir de l'argentique, c'est-à-dire découvrir ou retrouver l'usage d'appareils souvent mécaniques qui ont soit marqué peut-être une histoire personnelle familiale ou soit même marqué l'histoire tout court de la photographie. Baptiste, on retrouve en argentique les mêmes grandes familles de boîtiers que l'on peut les connaître dans le numérique à quelques nuances près, grosso modo. Oui, globalement, alors avec, ouais, on va du très petit format au très, très grand format. Il y a quand même des choses, voilà, quand on va sur, de la chambre photo ou, du très, très grand format, c'est des choses qui n'existent, pas encore ou en tout cas à l'état de recherche, mais pas pour le grand public, en numérique. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a plu, en argentique justement, c'est cette variété des formats où certes aujourd'hui, en numérique, on a, la PSC, le micro 4 tiers et cetera. Mais tout ça finalement, n'a pas une influence sur le résultat qui est, démentiel Ouais, aujourd'hui ouais. avec les progrès technologiques. Alors qu'en argentique, clairement entre, un appareil photo au format 110 ou un appareil photo au format 6.9 ou 6.12 ou 6.7, bon, on voit directement à la fois en termes de qualité d'image, mais en termes de grain, de rendu d'image, la différence des formats. Et c'est vrai que moi, dans mes premières années, j'ai énormément testé différents formats, différentes approches, à la fois des boîtiers, parce qu'avec chaque format vient aussi ses techniques et ses designs de boîtiers parfois un peu originaux. Et ouais, cette approche des rendus qui est aussi différente dans l'amour de voir aussi différentes technologies auxquelles tu as accès. Tu as accès à 100, allez, presque 130 ans, 150 ans de technologie humaine, du tout premier Leica au dernier, Canon, qui ressemble presque à un appareil photo numérique. Ça, c'est assez agréable en argentique d'avoir, cette expérience. Ouais, oui, tout à fait. Par contre, par rapport à ce que disait Mathieu dans son témoignage, je suis pas trop d'accord, moi, par rapport à l'affect et au plaisir qu'on peut ressentir par rapport à l'objet en lui-même. Enfin, je trouve qu'en numérique, c'est possible d'avoir une belle expérience aussi. On en a parlé dans l'émission spéciale récemment autour du Fuji X-E5. Et pour moi, c'est encore plus vrai avec un appareil comme la série des X100 qui propose justement une visée réelle ou une visée électronique au choix. Et l'objet, mais ça c'est très personnel pour moi, est tout aussi agréable à manipuler que ne le serait un boîtier argentique. Donc, parce que depuis quelques années, il y a aussi toute une mode des constructeurs qui visent à proposer justement des ergonomies qui vont se rapprocher de ce qu'on a pu connaître à l'époque argentique. C'est valable avec le ZF par exemple chez Nikon. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ça et je serai un petit peu plus nuancé sur cet aspect-là, quoi. Oui. Après, c'est vrai que Et ça vaut pour les rendus. on va y venir après au Eh rendu, oui. mais les boîtiers full numérique à proposer une expérience de visée optique, il y en a très très peu. Oui, mais il y en a. Il y en a, mais très très peu. Et malgré voilà, l'ingénierie de Et il y a des réflexes, Fujifilm il faut pas les oublier. ou de Leica ou même des réflexes. Enfin, moi, je sais que j'ai fait un peu d'argentique. Le travail en visée verticale, moyen format 6.6 ou 4.5.6 sur un dépoli, c'est quand même quelque chose qui est assez, déjà, un, magique et deux, complètement fou Non, mais ça c'est en très termes spécifique, mais d'expérience, si on quoi. s'adresse aux gens qui visent un FM2 ou qui visent leur premier boîtier argentique et qui vont se faire plaisir avec un réflexe 24-36 par exemple, bon, je trouve qu'au niveau de l'ergonomie aujourd'hui, je serais pas aussi tranché que ce qu'a dit Mathieu. Voilà. Mais ça reste quelque chose qui est relativement récent.
Oui, tout à fait. C'est récent. et qui a Et aussi c'est une tendance aussi. voilà, qui a aussi accompagné. Alors, je sais pas si c'est provoqué par un peu le retour de la tendance à l'argentique, mais globalement provoqué par un retour de cet attrait du vintage et du design un petit peu vintage. Parce que moi, je me souviens quand C'est j'ai ça. commencé il y a une dizaine d'années, bon, c'est vrai que tous les appareils photo, c'était tous, enfin, les appareils photo à destination, même du grand public aux professionnels, c'était que des réflexes qui partageaient Ouais. tous plus ou moins le même design. Malgré tout, dans le mirrorless aujourd'hui, le fait de s'être débarrassé du miroir a permis à nouveau des innovations dans l'approche, dans le design. Je trouve qu'aujourd'hui, en termes d'objets et de design, on a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes dans le monde du numérique, où il y a du choix entre des modèles très techniques ou au contraire des modèles, ouais, tu parlais du X-Alph, beaucoup plus... Il y a plus d'identité en fait. C'est ça. Conceptuel. C'est ça, conceptuel, c'est le mot que je cherchais. Ouais, tout à fait. Et certains sont revenus même aux sources. OM System est revenu vraiment Mhm. aux sources de son OM argentique Mhm. dans la conception, dans l'ergonomie. Ouais, est-ce qu'il y a des boîtiers argentiques qui vous ont fait rêver ou qui vous font toujours rêver? Des trucs un peu iconiques que vous adoreriez posséder, enfin, que tu dois toi posséder, Baptiste, que je sens que tu assouvis tes désirs. Bah, moi, j'ai collectionné beaucoup. Aujourd'hui, j'arrive à une forme de satisfaction matérielle où mon but, c'est de prendre des photos, plus forcément d'accumuler du matériel. Et j'ai globalement un peu tous mes boîtiers de rêve, entre guillemets. Celui que je sauve en premier de l'incendie, c'est le Pentax 6.7, qui m'a longtemps fait rêver et que je trouve être un boîtier à la fois techniquement et technologiquement hyper intéressant dans son approche de on prend un réflexe 24-36 et puis on le met au format 6x7. Pas du tout un boîtier pratique, mais intéressant en tout cas. Ouais, j'ai eu la possibilité de tester pas mal de boîtiers un peu iconiques, alors le Leica M2, le M6 qu'on m'avait prêté aussi. Mais je pense que je suis plutôt effectivement satisfait de ce que j'ai accumulé. Mais ouais, le Pentax 6.7 reste quand même pour moi resté un objectif. Et depuis, je pense que si le mien casse, j'en rachète un, quoi, ça, c'est sûr. Toi, Benjamin, tu as un petit rêve? Déjà, moi, j'ai gardé mes premiers boîtiers, parce que j'ai commencé en argentique. J'ai gardé un EOS 650. C'était un petit peu, on va dire, bas de gamme, mais pour commencer, c'était super. J'avais récupéré ça dans le giron familial. Un Leica CL aussi, le Leica du pauvre, mais que j'ai gardé, que j'aime bien utiliser de temps en temps. J'ai toujours un Nikon FM2 que j'aime beaucoup Moi utiliser aussi, avec c'est les mon optiques premier AIS. réflexe. Ah, je l'adore, lui. C'est pour ça que le ZF était un clin d'œil au FM2. Alors, quand on connaît bien le FM2 et surtout les optiques AIS, on peut être un peu dur avec le ZF. On n'y est pas. Bah, surtout au niveau des optiques, du coup. Mais c'est vraiment un boîtier formidable. Et un boîtier qui va me faire rêver, oui, le X-Pan chez Hasselblad. Ouais. Ça, c'est vraiment un boîtier qui me fait rêver. Mais même sur le marché de l'occasion, on reste à des tarifs qui sont assez prohibitifs pour l'usage que j'en aurais, qui serait du coup un achat totalement déraisonnable. Puis le X-Pan, c'est aussi un boîtier tout électronique. Donc, Oui, ça peut devenir très très vite un presse-papier très très coûteux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a un petit peu aussi le Contax G2 qui m'a longtemps fait rêver. Mais pareil, tous les Contax, que ce soit les compacts, la série T ou les G, c'est vraiment un sacré billet, quoi. C'est quoi les solutions qui s'offrent à nous, Baptiste, du coup, si on veut s'offrir un appareil photo argentique? Quel est le meilleur chemin pour avoir le plus de choix et puis pour essayer de... Est-ce qu'on peut encore faire des bonnes affaires, en fait, quoi? Bon, la première chose, même encore aujourd'hui, c'est de demander autour de soi dans sa famille. S'il n'y a pas un truc qui traîne Ouais, dans un enfin, grenier. tout le monde n'a pas des voilà. Hasselblad qui traînent dans le grenier. Hein, Non, mais excuse-moi, des Ah oui, fois, mais il faut regarder. C'est vrai que des fois, on des ignore. fois, tu peux être surpris, tu peux avoir eu un grand-père photographe un peu oublié et il y a un Leica quelconque qui traîne. C'est arrivé dans l'histoire. Mais voilà, si le but c'est juste de commencer en argentique, ça peut être la première étape. Après, quand on veut pouvoir choisir, qu'on s'est un peu intéressé, qu'on a choisi effectivement le format, le modèle, la marque qu'on voudrait essayer, aujourd'hui, moi je conseille tout le temps de passer au plus possible par des boutiques spécialisées ou en tout cas des revendeurs qui ont révisé et que l'appareil soit passé entre les mains. Parce que, il y en a, tu peux nous en citer quelques-unes? alors, en France, il y a des boutiques, voilà, il y a par exemple les ateliers de Marinette à Lyon qui révisent des boîtiers. En Europe,
la plus grande plateforme, c'est Camera Store, qui est en Finlande et qui. Je vais pas me faire des amis dans les revendeurs indépendants parce qu'ils ont la politique d'acheter des stocks entiers, de réviser. Mais c'est là où il y aura le plus de choix à des tarifs qui restent abordables parce qu'il y a aussi beaucoup de petites boutiques indépendantes où les tarifs peuvent être un petit peu gonflés pour pas forcément des boîtiers qui sont révisés. C'est le plus important aujourd'hui, je pense, quand tu achètes un boîtier, c'est soit qu'il ait été vendu comme révisé, que quelqu'un l'ait visité, l'ait vu, et trouver des gens qui ont cette capacité de le faire correctement, c'est très compliqué aujourd'hui. Soit de pouvoir, toi, l'envoyer, prendre le temps de l'envoyer en révision. Faut penser que voilà, quand on achète un appareil photo des années 70 ou même des années 80, il a son âge et que personne ne pensait que ces boîtiers seraient encore utilisés 30, 40 ou 50 ans après, même des boîtiers pro, même des boîtiers mécaniques, etc. Je confirme ce que tu dis, hein. Mon CL, quand je l'ai récupéré, il a dû faire un passage du côté de la révision. Ça m'a coûté assez cher à l'époque parce qu'il fallait changer toute la cellule qui était complètement flinguée. Alors après, forcément, plus on va loin, plus il y a des choses qui sont réparables ou pas. Tout ce qui est cellules, passé une certaine date, faut faire une croix sur la fiabilité ou sur la précision. On peut utiliser son smartphone pour mesurer la Voilà, on lumière peut aussi. voilà, ou une séconique, ou voilà, il y a d'autres méthodes, mais c'est vrai que sur un appareil photo des années 60, ne serait-ce que la tension de la pile qui est plus la même, on n'a plus une cellule on fera pas de la diapo avec, quoi, ça c'est sûr. Mais voilà, se concentrer sur les boutiques spécialisées, sur les sites d'échange type Le Bon Coin, etc. Ça peut être, c'est toujours un risque parce que voilà, moi j'ai acheté un appareil vendu sur Le Bon Coin comme en excellent état. Je pense que pour l'instant, il a passé plus de temps chez le réparateur que chez moi. Donc c'est toujours le risque. Et voilà, même un appareil retrouvé, il faut penser qu'il peut avoir vieilli, qu'il peut y avoir des choses des fois pour pas très cher, mais qu'il y a forcément des travaux à faire, ne serait-ce que les mousses d'étanchéité, tout ça. Et donc se rapprocher de sources fiables, c'est vrai que ça a beaucoup monté en termes de tarifs, Mm. mais des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus cher sur une boutique où on sait que ça va être révisé, que ça a été vu, que d'acheter sur Le Bon Coin et de devoir repayer derrière en ayant peut-être perdu une pellicule ou des photos ou avoir une panne plus importante. Alors, il y a des rendez-vous aussi un peu incontournables, notamment un rendez-vous incontournable annuel pour ceux qui aiment le vieux matos. C'est la foire de Bièvre, évidemment, où ça peut être un bon plan d'aller voir un peu ce qu'on peut y trouver. Et puis pour ceux qui ont un budget, on va dire, un petit peu plus élevé, qui veulent avoir une expérience et une histoire à raconter, si vous avez l'occasion d'aller en voyage au Japon et à Tokyo, il y a des boutiques d'occasion argentiques absolument délirantes à Tokyo, à des prix qui peuvent être tout aussi délirants, mais là pour le coup dans des états de conservation et de Oui, fonctionnement qui sont impeccables. moi je sais que j'avais fait via eBay Japon venir plusieurs boîtiers Ouais. du Japon parce que c'est des choses qu'on trouvait pas en France, et c'est vrai que bon, des fois on voit les annonces et bon, le souci du défaut, de toute façon, il y a un défaut, c'est un micro-pet sur la Ouais. semelle de l'appareil photo. Toi, tu ne l'aurais même pas vu, mais là, il est noté, il y a 5 photos pour te montrer. Donc, il y a un souci du détail et de l'amour de l'objet qui est aussi important. Il y a un truc de ouf, j'ai vu passer des comptes Insta qui servent uniquement à vendre des vieux compacts argentiques plutôt entrée de gamme à des tarifs complètement délirants. Enfin, il y a des mecs qui font ça uniquement par Insta, quoi. Ouais, bah moi, c'est une hype que j'ai du mal à m'expliquer. Je pense que ça a commencé quand on a eu des stars de tapis rouge qui sont arrivées avec des Contax G2 ou des trucs comme ça sur des tapis rouges. Les gens ont vu que c'était sympa, ils ont vu le prix d'un Contax. Puis des gens qui ont fait voilà, le Contax du pauvre, ça a fait monter les prix des compacts. Les compacts argentiques sont montés, les gens se sont dit tiens, compact argentique c'est cher, je vais acheter un Digicam. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des Digicam de 2008 qui sont vendus 300 €. Mais moi, j'ai du mal à comprendre en plus parce que c'est vraiment des appareils où tu paries sur la date Ah, de mort. c'est presque plus un accessoire de mode que tu te payes, un espèce de truc. Bah, je pense qu'il y a ce côté, pour moi, c'est le mix parfait entre la photo smartphone, au sens où c'est simple, il n'y a pas besoin de réfléchir, on appuie sur un bouton,
Et la hype de l'argentique où tu as ce côté surprise, rendu, tu récupères tes tirages et cetera. Il y a le côté flash direct, un peu photo de soirée, un peu ancien vintage qui plaît. C'est un truc qu'on peut prendre en voyage, qu'on peut mettre facilement dans sa poche sans avoir, malgré tout, l'encombrement d'un réflexe avec 1 ou 2 optiques ou et cetera. Le poids aussi, hein, parce que les appareils photo argentiques, dès qu'on va sur du réflexe, c'est aussi des choses Ou même de qui ont un certain l'instantané, hein, poids. le Oui, ouais. SX70 pour l'avoir pris souvent en voyage, bon, faut se le coltiner quoi. Oui, on a fait des progrès en termes de miniaturisation, Ouais. en technologie et je pense que ça joue là-dessus. Moi, j'ai vraiment du mal parce que je me dis, ouais, surtout encore quand tu vas payer ça 30, 40, 50 €, bon, c'est pas un investissement énorme, mais quand tu vois des boîtiers à 200, 300, 400, on entre dans Bah, presque le FM2, c'est un bon exemple, hein. Il y a mmh. quelques années, on pouvait le trouver à 100 balles. Aujourd'hui, c'est quand même, une autre sphère de prix, quoi. Oui, mais 300 ou 350 € dans un FM2 qui va pouvoir être entretenu, qui va pouvoir être réparé, qui est quand même en termes de qualité mécanique, qui va encore pouvoir te faire 10 ou 15 ans. Ah, c'est pas comparé avec les compacts, Voilà, ça c'est sûr. par rapport Ouais. à un Olympus Hum qui peut, parce qu'un condensateur fuit, parce que la carte, parce que électronique peut mourir du jour au lendemain, si tu as payé ça 350 €, Ah oui, c'est pas c'est pas la même chose, quoi. c'est Donc sûr. bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec Ouais, son argent exactement. et si ça fait plaisir, ce serait pas mon conseil pour se lancer dans l'argentique parce que ça ne t'apprend rien en termes de photos et en plus, c'est un pari hyper risqué, sur, la durée de vie de l'appareil. Mais bon, si ça marche, je pense pas que ce soit une tendance qui survivra, pour des Très décennies longtemps. encore, mais Hmm. tout simplement parce que mais c'est intéressant de voir que même les marques qui relancent des boîtiers aujourd'hui, se lancent plutôt sur ces segments-là de boîtiers compacts, Ouais. automatiques, que, sur des modèles, «plus avancés» entre guillemets. Alors, en argentique, on s'intéresse aussi beaucoup au rendu des images, qui est donc directement lié au film, à la pellicule que l'on va utiliser. Il existe des films artisanaux made in France qui sont très célèbres et distribués absolument partout dans le monde. Rencontre avec Lomig Perrotin, le fondateur et artisan des films Washi. Et moi, j'ai lancé ma boîte en 2013. Sachant que moi, à la base, c'est un peu, je n'étais pas censé faire ça parce que, moi, j'ai lancé Filmwashi parce que, c'était un projet personnel, en fait, de faire des films sur papier japonais, enfin à la base, de fabriquer mes propres films et donc j'ai commencé à faire mes premiers tests comme ça. Notamment, j'ai commencé sur du papier calque. Alors ça marchait, mais ça donnait un résultat qui était pas terrible, mais sur le principe, ça marchait. Et ma compagne m'a orienté vers le papier japonais, le papier washi, parce elle me dit: «Bah, ça, c'est pour les beaux-arts, c'est pour notamment l'aquarelle, donc ça tiendra bien les traitements dans l'eau, en fait, qui sont nécessaires à la photochimie argentique». Et donc j'ai essayé du coup d'enduire, de coucher de l'émulsion photo sur du papier japonais, heu et le et j'ai adoré le résultat, en fait. Enfin, il y avait la fibre du papier qui se mélangeait à l'image et c'était hyper esthétique, quoi. Ça rappelait les images du courant pictorialiste du début du XXe siècle, que moi j'aime beaucoup et donc du coup, j'ai continué dans cette voie-là, en fait. Et par contre, dans le même temps, comme je communiquais un petit peu autour de ça, il y a des copains qui m'ont demandé des pellicules pour tester et puis qui m'ont demandé à m'en acheter et il y a des magasins photo, à Paris où j'habitais à l'époque. Ils m'ont dit: «Ben, nous, on aimerait bien essayer de te les vendre, en fait. Tu peux, nous si tu as une petite entreprise qui tu peux nous en vendre, nous, on va les revendre à nos clients». Et moi, j'avais déjà mon labo que j'avais monté, moi, dans le placard de là où j'habitais. J'avais déjà le matériel, le papier, enfin, j'avais tout, donc c'était pas très, très compliqué. Donc je me suis lancé en auto-entrepreneur comme ça, quoi. Et en me disant que, c'était, un à côté, en fait, que c'était pour le fun, que c'était marrant, mais que ça me mènerait enfin, ça serait jamais mon boulot à temps plein, quoi. Il se trouve qu'en fait, du coup, bah, avec le bouche à oreille, puis moi je me suis pris au jeu aussi, donc j'ai un peu, démarché d'autres magasins, et puis il y a d'autres magasins qui se sont adressés à moi et petit à petit, bah, j'ai augmenté la liste de mes revendeurs. Du coup, j'ai eu plus de demandes, et petit à petit, bah, je me suis retrouvé à faire que ça, en fait. Et à force du coup, bah, de aussi de rencontrer différents acteurs, de rencontrer d'autres
fabricants de films, les vrais entre guillemets, ceux qui sont dans les grosses usines, je me suis rendu compte que, en parallèle de leur production de films argentiques pour la photographie, ils avaient aussi, des productions industrielles, de films photosensibles, mais qui étaient pas faits pour la photographie normale. Mais en fait, fondamentalement, c'est la même chimie, c'est la même, ça marche pareil et donc potentiellement, on peut faire des images avec ce genre de film. Par exemple, des films de radiographie médicale ou des films pour faire les circuits imprimés et donc je me suis mis à aller, démarcher ces boîtes-là pour leur acheter des kilomètres de ces films-là et les convertir pour les mettre en cartouche ou en bobine et les rendre accessibles, aux photographes. Toujours dans l'idée d'avoir, c'est ça un peu le cœur de Filmwashi, c'est d'avoir une esthétique particulière, quoi. Comme je dis, l'idée c'est pas d'aller voir Kodak et de leur acheter 10 kilomètres de Tri-X pour la reconditionner sous mon nom. L'idée c'est d'essayer de trouver ce qui est pas accessible autrement, et ce qui donne une esthétique particulière au film. Dans la catégorie film industriel, donc c'est pas moi qui le couche, mais il y a personne d'autre qui fait ça. C'est le film F, donc c'est un film de radiographie médicale qui est fait pour les diagnostics des poumons, et en fait que j'ai adapté, au format 35 millimètres et au format 120 et c'est un film qui n'a pas de couche anti-halo à l'arrière, donc ça donne un côté vraiment, onirique et éthéré à chaque image, en fait. C'est vraiment, tu peux pas faire des photos normales avec ce genre de film et esthétiquement, j'aime beaucoup ce type de film et je suis très, très content d'avoir pu le mettre sur le marché, en fait. Et en termes et pour les produits vraiment maison, bah, je vais parler du dernier bébé, en fait. Pour le coup, j'en suis très fier aussi, c'est du papier de tirage. En 2016, j'ai annoncé que j'allais faire du papier de tirage, donc sur papier japonais. Donc là, on n'est plus dans le film, mais on est dans ce qui sert à faire le positif, en fait, sous l'agrandisseur. Et c'est vraiment un très, très beau produit parce que du coup, on a un papier qui est fabriqué à la main au Japon, que moi j'enduis manuellement, dans mon atelier, avec une émulsion photosensible et bon, voilà, en podcast, ça va pas rendre, hein, mais c'est très, très beau, c'est très physique, en fait. Quand tu touches le tirage, tu as vraiment quelque chose de ouais, très, très organique, en fait. Parce que contrairement, à tous les autres papiers photos que tu vas trouver dans le marché, tu pas de séparation entre la couche de papier et la couche émulsion qui porte l'image. Là, la couche émulsion, elle est directement sur le papier et donc la texture du papier donne vraiment quelque chose à l'image. Et ça, c'est quelque chose, voilà, j'ai pu le lancer, enfin cette année là au printemps et je pensais que personne en achèterait et je suis un peu surpris par les demandes, en fait. Donc mais on j'en fais pas mal et c'est chouette, quoi. Incroyable, cette histoire, ce succès, des produits, Washi. Lomig, est une personne, passionnante. Passionné. Le gars Ouais, le passionné. gars est très, très chaud. Bon, j'imagine, Baptiste, toi, que tu es un grand spécialiste des films et des pellicules, argentiques. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choix aujourd'hui? Il y en a moins qu'avant, mais ça revient un petit peu. On a des nouvelles annonces de pellicules. Alors, il y a forcément voilà, plein de choses. Le retour de la Kodachrome, ça n'arrivera pas. Il y a des choses qui ne reviendront pas. Mais on a quand même pas mal de choix. Ce qu'il faut des fois faire attention en argentique, c'est qu'on a aussi parfois beaucoup de rebranding. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 marques différentes. Et en fait, dans la canette, c'est le même film. Genre le film Leica qui a été annoncé il y a pas très Voilà, longtemps, par quoi. exemple, le film Leica, mais d'autres, par exemple, si on achète de la Rolei RPX ou de la Agva APX, bah, dedans, les deux sont le même film. Donc, le mot d'ordre dans ce cas-là, c'est acheter le moins cher proche de chez toi. Il y a la même chose avec les boîtiers hein, en numérique. Et c'est ça. les médicaments, hein. Mais c'est vrai que des fois, ça peut donner, quand on arrive dans un labo, la sensation d'avoir encore énormément de choix. Hmm. Dans les faits, il y a quand même beaucoup d'émulsions qui sont les mêmes, notamment en couleur, entre le rebrand, le repackaging de films de cinéma, etc. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a effectivement des annonces de vraies nouvelles émulsions, que ce soit en noir et blanc comme en couleur. Et c'est pas quelque chose qu'on avait vu beaucoup depuis le ralentissement de l'argentique.
Mais là, on parle de rendu. Est-ce que tu as mis les mains un petit peu dans les solutions qui existent de logiciels qui permettent d'obtenir un rendu argentique? Je pense à DxO, DxO Film Pack, par exemple. Il y a quelqu'un au sein de DxO qui nous avait confié que Salgado, au moment de la transition vers le numérique, utilisait DxO Film Mhm. Pack pour traiter ses fichiers numériques et qu'il en était ravi. Quel regard tu as là-dessus? Alors, moi, j'ai pas forcément trop testé enfin, de logiciels d'émulation hyper spécifiques particulièrement parce que bah, de mon côté, je trouve que si la technologie existe encore et qu'elle est encore disponible et qu'on peut se permettre de la faire, je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser une autre technologie pour retrouver le rendu d'une technologie qu'on pourrait utiliser à la place. Je sais pas si c'est très clair. Si, en gros, toi, tu vas au bout de Euh, la démarche. C'est-à-dire c'est ça. que les produits existent, donc je vais les utiliser. Voilà. Après, forcément, aimant moi le rendu argentique, quand je vais travailler mes photos numériques, je vais m'inspirer de ces rendus-là, mais je recherche pas forcément à cacher le fait que ce soit du numérique ou à être, voilà, venir rajouter des textures de grains sous Photoshop Mm, mm. ou d'avoir ce côté. Il y a tout un business au-delà des logiciels d'émulation, mais de presets Lightroom qui vont vendre tel ou tel. Et en fait, quand tu prends le preset Portrait 400 de 5 packs de presets différents, il n'y en a pas un qui a la même couleur, et il n'y en a pas un qui ressemble réellement à la Portrait 400. Surtout que dans la pratique argentique aujourd'hui, avec la numérisation des films, il y a plein d'éléments qui font le look, le rendu d'un film, et c'est pas juste le fait d'acheter une pellicule. Il y a le labo qui va travailler, la qualité du développement, il y a plein d'éléments Ah, complètement. qui font ça. Donc, moi, j'ai tendance à être dans cette approche de le rendu argentique existe, on peut l'avoir en utilisant de l'argentique. Si on en a les moyens et la possibilité, je vois pas. Je trouve ça plus compliqué de faire tout un détour pour arriver à. Voilà. Sauf voilà, quand on parle de films qui n'existent plus, par exemple, voilà, la Kodak Aérochrome, qui était un film couleur infrarouge, qui, s'il existe encore, se vend à des prix démentiels pour des rouleaux périmés. Bon, bah là, ça vaut effectivement le coup d'utiliser des moyens pour émuler ce rendu, euh, parce que la technologie n'existe plus, le film n'est plus disponible. C'est quoi les critères à prendre en compte quand on choisit une péloche? Euh, pour moi, Niveau débutant, hein. ouais, niveau débutant, bah, déjà, le premier critère, ce serait le rendu. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important parce que ça peut être subtil, mais il y a effectivement différents types de rendus, différents types de caractéristiques qui vont expliquer parfois même des différences de prix dans la gamme d'une pellicule. Si on parle en noir et blanc, bah forcément, sur des films qui sont peu chers, on va avoir des concentrations en argent qui sont moindres en général. Et donc, ça va avoir un impact sur la qualité du négatif, au sens où on aura souvent des plages dynamiques qui sont moins importantes, des nuances de gris qui sont moins fines, parce qu'on a une concentration en argent qui est moins importante. Et quand on va monter en gamme, on va avoir des contrastes plus riches, et voilà, qui va s'expliquer par le processus de la fabrication de la pellicule. Le rapport aussi entre le grain et la sensibilité qui est hyper important en argentique, au sens où plus on va monter en sensibilité, plus on va avoir du grain, mais pas forcément de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut avoir un grain très très gros à 200 ISO sur une pellicule qui est pas forcément aboutie ou qui est pas une émulsion qui est peu chère. Et on peut avoir un grain beaucoup moins important à 800 ISO sur une pellicule qui va être pensée au départ pour avoir un grain plus fin. Et puis après, il y a le prix aussi, parce que la gamme, voilà, aujourd'hui, la couleur, c'est difficile d'en trouver en dessous des 10 euros. En noir et blanc, on a encore un choix voilà, chez Fomapan, où on a encore des pellicules qui sont autour de 4-5 euros, où on peut encore s'en sortir pour pas très cher. Mais des fois, c'est pas toujours évident de trouver ces critères-là. Mon conseil en débutant, c'est d'essayer d'en tester le plus possible et de voir ce qu'on préfère et après d'apprendre Ouais, mais la box réellement. argentique n'existe plus, donc voilà quoi, hein. Ah, ouais, c'est vrai. Après, on peut toujours aller en labo, commander sur Internet et comparer, faire son petit marché, essayer de voir un petit peu ce qui nous plaît en termes de rendu. Voilà. Et garder en tête que bah, voilà, quand on est investi dans une pellicule, c'est pour 36 poses et que voilà, si on part
Si on part photographier voilà, à Madrid en plein été et qu'on est parti avec une Delta 3200, on risque d'avoir du mal à faire des photos sans avoir de problème d'exposition, quoi. Alors, C'est c'est un pour ça- parti, c'est un parti c'est un pris parti pris, radical. quoi, voilà. Et Faut faire des photos de nuit. on peut utiliser des filtres C'est ça. éventuellement. Mais on pense aussi, enfin, pour se faire un avis, il y a la presse spécialisée. Hein. Je pense à Réponse Photo qui teste encore des Mhm. pellicules. Je pense à notre ami Patrick Lévesque qui était venu ici et qui continue de tester des pellicules. Donc, ça peut être une source. Et sinon, au rayon des conseils, quels conseils justement tu pourrais donner en ce qui concerne la conservation des films ou si on récupère un film, allez, dans le grenier familial avec une date de péremption dépassée de 10, 15 ans, qu'est-ce qu'on fait? Bah, sur les films périmés, dans tous les cas, alors il y a la règle des 10 ans, qui est une règle qui a surgi de on ne sait où, je ne sais pas qui. TikTok. Voilà, non, parce que ça date d'avant TikTok, ça date de Oui, bien 10 plus ans, longtemps. La règle des 10 ans, c'est tu surexposes d'un stop par 10 ans d'année de péremption. Ah, ok. Voilà. Soi-disant pour compenser le fait que la pellicule perd en sensibilité, etc. Je ne sais, pour l'instant, c'est à valable date, pour la couleur noir et blanc, les deux? alors, à date, il n'y a aucune étude scientifique qui dit que ça marche, Ok. pour le coup. Globalement, avec les films périmés, mon conseil, c'est ne photographier rien d'important. Parce que tu ne peux pas savoir comment ça vend. Des fois, ça peut être... Nous, on a fait l'expérience avec... quand on faisait la boxe argentique, où pendant un temps, on a récupéré des fois, quand on pouvait encore le faire, c'est plus difficile aujourd'hui, mais des lots complets de pellicules qui avaient été conservés dans des studios, dans des choses comme ça. Et des fois même sur un même lot de pellicules qui vient du même endroit, qu'on a acheté à la même source, on l'envoyait à 150 photographes différents, donc on avait un retour aussi un peu, bon, pas scientifique, mais un peu large quand même, Mhm. et des gens qui avaient des différences de rendu dans leurs pellicules et des différentes expériences d'exposition, pas simplement de traitement par le labo, mais où il y a, Ouais, voilà, mais ça pouvait tenir au boîtier, comme tu disais tout à l'heure aussi. ça pouvait tenir au boîtier, mais quand tu as des teintes de couleurs qui sont très différents, ou quelqu'un qui a beaucoup de grains, l'autre qui a très peu de grains, c'est Ok. parce que peut-être que y a un coin de la palette qui était stocké, il y avait tous les jours pendant 10 ans un rayon de soleil sur le truc, donc la température a été... On oublie peut-être aujourd'hui parce que ça nous paraît une technologie ancienne, mais l'émulsion photographique sur pellicule plastique, c'est une technologie de pointe incroyable et c'est hyper sensible, c'est tout aussi complexe qu'un capteur numérique, ça n'obéit pas aux mêmes technologies, mais ces technologies-là sont aussi importantes. Donc la règle de la conservation au frigo, elle n'a pas vraiment de sens tant que la pellicule elle n'est pas périmée. Si par contre vous voulez faire du stock et que vous n'êtes pas sûr d'utiliser des pellicules euh, avant leur date de péremption, frigo ou congélateur, et quand c'est congelé, on a quand même on arrête un petit peu le vieillissement de la pellicule et ça limite énormément. Voilà. Mais ça vaut si vous faites des stocks énormes, quoi. C'est pour ça pas... qu'on espère d'ailleurs toujours percer le mystère de l'Everest. Qui a pris la première photo au sommet de Oui, l'Everest? c'est vrai. On avait parlé de ce fameux appareil Vest Pocket de Kodak qui est toujours pris dans les glaces au sommet de l'Everest. Voilà. Affaire à suivre. C'est National Geographic qui est dessus. Est-ce que c'est vrai que si on voyage en avion, il faut se méfier des contrôles de sécurité avec ces pellicules? Alors oui, et ça dépend. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que ça dépend des scanners. Sur des scanners classiques, globalement, en dessous de 800 ISO, ça peut passer sans trop de problèmes, même plusieurs fois à la sécurité de l'aéroport. Mais se sont développés depuis quelques années dans la plupart des gros aéroports des scanners dits 3D qui là sont beaucoup plus puissants et qui, pour le coup, vont ruiner totalement le film, quel qu'il soit, après un passage. Il y a une photographe qui travaille pour Adox qui a fait une super vidéo sur le sujet. C'est en anglais, c'est Lina Bessanova, et qui a fait 50 fois les passages de sécurité de je ne sais plus quel aéroport avec des films pour voir effectivement mesurer l'impact des films sur des scanners classiques sans avoir un négatif vierge de référence. On ne verra pas la différence. Mais sur des scanners plus avancés, les scanners 3D qui se déploient dans les gros aéroports, là, il faut forcément demander une inspection manuelle, ce qui est des fois au bon vouloir de la sécurité de l'aéroport. Donc, c'est toujours un risque de voyager avec du film. Le mieux à faire, c'est de trouver un labo local et de faire, si on a la possibilité avec son séjour, de faire au moins développer son film pour voyager non pas avec les pellicules exposées, mais avec les négatifs.
Voilà, après c'est pas toujours possible en termes de délai, mais quitte à se faire Ah, rapatrier c'est un bon ensuite les conseil. pellicules. Mais si vous pouvez trouver, un labo local, faites développer le film, faites-le renvoyer par la poste ou repartez avec si les délais, sont satisfaisants et ça évite tout problème. Et là, on parle de prix, on parle de conservation. Juste un mot rapide sur l'empreinte carbone de tout ça. Parce que on pourrait penser que c'est peut-être plus écolo de photographier en argentique aujourd'hui, mais enfin bon, on touche à de la pellicule, on touche à du plastique avec les appareils jetables. Je pense que comme tout, la photographie, c'est pas une activité éco-friendly, dans tous les cas. Là où l'argentique, a un côté, écologique, c'est que si effectivement tu photographies avec des appareils photo, des années 70 ou 80, c'est le coût carbone de production de ces appareils photo est depuis Oui, longtemps, écoulé, par rapport à changer de boîtier numérique tous les 2 ans ou ce genre de choses. Donc dans l'équipement, on est sur une démarche qu'on pourrait qualifier d'écologique parce qu'on fait fonctionner un marché alternatif, qui dépend pas, du neuf. Mais sur le consommable, bah, c'est sûr que la production de films, c'est une production chimique qui est polluante. La production, le développement, c'est une activité chimique qui est polluante aussi. Sachant que les labos, normalement, ont une obligation de recyclage. Les chimistes sont retraités. Là où ça devient plus compliqué, c'est dès que tu passes en labo, maison, au sens où, normalement, tu es censé, apporter les déchets, photographiques, en déchetterie, triés selon le type de chimie que c'est. Moi, je sais qu'à Lille, ces déchets vont avec les peintures et sont incinérés, mmh. donc ils sont pas réellement, «retraités», entre guillemets. Je sais qu'il y a certaines déchetteries qui n'acceptent pas, de prendre en charge ces déchets-là. Heu, Après il faut ramener au volume aussi si, les volumes, sont très, très peu importants. Bon, ça a pas un impact qui est démentiel, mais dans l'idéal, il faudrait éviter, bah, toute pollution chimique, notamment au fixateur qui contient de l'argent et là, c'est une pollution qui ne peut pas être retraitée par les stations d'épuration et qui, en plus, peut être très dommageable pour les réseaux d'installation d'eau parce que le métal se dépose dans les tuyaux. Enfin bref, donc il y a quand même un facteur écologique qui est important, mais plus sur l'aspect, production aujourd'hui du consommable et développement. Heu Après, on pourrait parler comparé au numérique par rapport au stockage cloud, et cetera, au poids des Ah photos oui, oui. après leur prise de vue. Si ce que tu fais, c'est imprimer tes photos et que tu ne les fais que imprimer, une fois qu'elles sont sur papier, c'est pareil. Leur coût de carbone est finalement neutre et la conservation est assurée. Il y a match. Bon, on va aussi parler un peu du workflow pour terminer en photographie argentique, parce que une fois qu'on a choisi son boîtier et son film, il y a encore quelques petites étapes incontournables à prendre en compte. Le développement, naturellement, puis le tirage ou bien la numérisation des négatifs ou des diapos. Ces étapes peuvent être réalisées maison, en mode do it yourself, ou bien il est possible de se rapprocher de laboratoires spécialisés, voire même d'associations, on l'a évoqué en début d'émission, qui peuvent vous former, ou toi d'ailleurs, Aussi. sur ce genre de pratiques et de techniques. Nous nous sommes entretenus avec Marie Courtel de MN Photo Vidéo. Elle nous parle des services travaux argentiques proposés par le revendeur spécialisé. Chez MN Photo Vidéo, on accompagne nos clients jusqu'au bout de la démarche de photographie argentique en leur proposant un service de développement de pellicules argentiques avec scan des tirages. C'est un service que nous proposons uniquement au comptoir de notre boutique à Nancy. On propose le développement de nombreux types de films, donc ça va être diapositives, négatifs, en 120, 135, noir et blanc, couleur. Et on propose également de numériser les films qui sont déjà développés pour les passionnés qui retrouvent en fait, leurs films argentiques, et qui leurs négatifs, leurs diapositives et qui souhaiteraient les numériser. On propose également ce service. On propose également de numériser les films vidéo du Super 8 au 16 millimètres, de la VHS et cetera. Alors, le développement plus le scan, on est autour des 20 €. En fait, c'est 19,90 € de manière générale et on propose aussi régulièrement, des offres, aux étudiants, des offres ponctuelles en fonction des périodes de l'année, au retour de vacances et pendant les périodes de fête. On voit effectivement que nous avons de plus en plus, de passionnés, qui viennent nous voir. On avait avant de lancer, ce service
beaucoup de demandes puisqu'on avait déjà, la vente de pellicules, par exemple, d'appareils photo et de matériel de labo en magasin et en fait, on sentait un réel besoin de notre clientèle de proposer, d'avoir accès à ce service de développement. Donc c'est un service qui se développe énormément, depuis qu'on l'a ouvert, il y a, 1 an et demi, et on propose de plus en plus, on a de plus en plus de clients qui viennent au magasin, pour acheter leurs pellicules et développer leurs pellicules. C'est au même endroit, ils posent leur, pellicule pour, qu'elle puisse être développée et ils rachètent des pellicules vierges pour repartir, pour faire des nouvelles photos. On sent vraiment, un engouement autour de la photo argentique, surtout chez la jeune génération qui n'a probablement pas connu l'argentique auparavant, qui sont friands de retrouver, l'essence de la photo et d'en maîtriser, ses différents aspects. Ils sont nés avec le numérique, mais ils ont besoin d'un petit retour en arrière et c'est vraiment, la jeune génération qui, est très friande de nos services argentiques en magasin, et également de tout le matériel argentique, pellicule, matériel labo, papier photo et cetera qu'on propose et aussi. Comment, finalement ces labos spécialisés qui se développent, hein, qui se rééquipent, hein, on a reçu des revendeurs, ici qui ont investi dans des mini labs pour, pouvoir, relancer une activité, travaux, argentiques, se sont emparés d'internet. Moi, je me rappelle que, à l'époque, quand on achetait une cassette Super 8 Kodak, en fait, on achetait le développement, avec. C'était livré avec une petite enveloppe n'importe où sur la planète. Il suffisait de mettre l'enveloppe dans une boîte aux lettres avec l'adresse de retour et on recevait le truc, déjà traité. Bon, comment ça se gère maintenant? Est-ce que c'est forcément du local ou on trouve des systèmes en ligne où on envoie les pellicules, on reçoit les négatifs, les scans, les machins? Comment ça marche? Bah, alors, en fait, il y a de tout. Il y a effectivement de plus en plus d'ouvertures de labos locaux, mais plutôt dans les grandes villes. Mais il y a aussi, je pense aujourd'hui, quasiment toutes les structures proposent du développement et du scan par correspondance. C'est vrai qu'avec Internet, bah voilà, aujourd'hui, on peut envoyer ses photos puis récupérer les scans par WeTransfer ou n'importe quoi assez facilement. La question après, c'est toujours l'envoi, quoi, parce que faut toujours prendre le risque De perte, ouais. de perdre, les photos par la poste. Si on travaille par correspondance, moi, mon conseil, c'est toujours de travailler avec un service de colis, suivi. Heu, Pas de mondial relais, trop à l'arrache, quoi? Bah, en mondial relais, j'ai jamais eu je suis déjà passé par eux, j'ai pas eu trop de problèmes, mais c'est vrai que, voilà, forcément un courrier suivi et au plus importantes sont les photos, au plus, on Ouais. va mettre de l'argent dans le transport de ces pellicules. Et c'est vrai que ça peut être important parce que le choix d'un labo aujourd'hui, on parlait du rendu tout à l'heure, il est hyper important aussi parce que justement, avec, ce que tu parlais là, les réseaux Kodak, les réseaux des labos Kodak qui étaient, un peu tous fédérés, qui avaient une sorte de norme qualitative, on avait une sorte de travail, un peu, Charte, quoi. voilà, de Une charte, constance, hein, quoi. Ouais. constance. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas et des fois derrière un labo argentique, ça peut être aussi juste quelqu'un dans son appartement avec une Jobo CPE2 et alors je dis pas que c'est quelqu'un qui va forcément faire du mauvais travail, mais c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même qualité de service d'avoir ce service-là ou un labo comme on a à Besançon avec, Labo 1000 qui travaille encore en deep and dunk avec, des machines, où les pellicules vont être suspendues et plongées dans l'écu, c'est-à-dire que c'est jamais en contact avec des rouleaux et des choses comme ça. C'est vraiment fait sans rentrer dans les détails techniques, Mmh. dans les règles de l'art. Et quelqu'un qui va voir développement sur internet a pas forcément conscience Bien de sûr. la différence, avec lesquelles ces photos vont être traitées d'un côté comme de l'autre. Donc il faut aussi se méfier, de ça, de la même manière sur les équipements de numérisation qui ont aujourd'hui, dans la consommation de la photographie argentique, un impact hyper important. Qu'on le veuille ou non, on consomme malgré tout la photo argentique en numérique, beaucoup. Et la qualité de la numérisation et ce qui va être proposé par le labo en termes de numérisation aujourd'hui a une importance qui est peut-être Alors, plus importante pour la petite qu'à l'époque. anecdote, on a Mathieu, Catravo qui m'a confié que bon, on l'a entendu, hein, il est même pas trop son, Mmh. GFX 100. Bon, bah, il l'utilise pour faire des scans, hein. Moi, je l'ai C'est fait, bien. Bah, comme l'agence Magnum est en train de scanner toutes ces archives en GFX, toi, tu t'en sers un moi, peu je l'ai pour fait numériser? aussi. J'ai un stand de numérisation avec, et ça marche plutôt très bien en comparaison de scans que tu peux recevoir de labos. Faut prendre le temps de le faire, mais c'est vrai que les solutions de numérisation aujourd'hui sont quand même, assez vastes et même se développent de la même manière des nouveaux fabricants de scanners à la fois
à destination des laboratoires avec des scanners à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont vraiment pensés comme le futur des mini-labs, ou des scanners plus abordables à destination du grand public. Et ça, c'est pareil, revenir revoir sur le marché des Ouais, c'est scanners fou. de films, on se serait pas forcément dit ça il y a 10 ans, quoi. Non, non, clairement. Hasselblad avait des machines absolument Ouais, délirantes. les Imacon, ouais, c'est... Absolument délirantes que j'ai Mais beaucoup lent. utilisées à l'école. Bref, si on veut le faire un peu en mode do it yourself, évidemment, ça reste accessible entre guillemets en noir et blanc. En couleur, c'est beaucoup plus compliqué. En noir et blanc, globalement, il y a entre 100 et 100, si on parle en neuf, entre 100 et 200 euros de matériel à investir pour le faire confortablement. Il y a même des kits qui sont tout faits, je crois, par Ilford, par Patterson, où il y a un peu tout ce qu'il faut pour commencer directement dans la boîte. Le noir et blanc, c'est plus accessible parce que la chimie est moins précise. Ça se développe à température ambiante. Les temps, bon, si ça reste 15 secondes de plus ou 15 secondes de moins, c'est pas. Moi, c'est ce que je dis à tous mes élèves. Il y a différentes manières de faire les choses. Si votre but, c'est juste d'avoir vos images, c'est pas très compliqué en noir et blanc. On peut toujours aller vers une précision, une rigueur, et quand on travaille en labo, c'est le cas. Voilà, si le but, c'est juste de développer ces images, c'est assez tolérant. En couleur, l'équipement est un peu plus cher. La grosse différence de la couleur, c'est qu'il faut maîtriser à la fois les temps et la température de manière plus précise. Donc, ça se fait. Je l'ai fait dans ma baignoire, de la diapo, du film cinéma et Tu as fait de l'E6 dans ta baignoire? Ouais. Les preuves sont sur YouTube. J'ai eu des diapos à la fin, mais c'est pas forcément l'expérience que je conseillerais. On peut toujours aller dans le simple, mais c'est vrai que la couleur, faut quand même. Si on veut des bons résultats, il faut quand même avoir un peu plus de rigueur et de matériel. Et justement, en termes d'espace chez soi, il faut quoi? Il faut condamner une petite pièce Pour le développement, non. C'est du matériel qui se range facilement. C'est une cuve, un manchon, quelques éprouvettes, les bouteilles de chimie. Bon, si on fait ça dans sa cuisine, on fait pas ça à côté de la corbeille de fruits. Ça reste des produits qui sont toxiques. On aère bien, on ventile, on évite de s'enfermer 2 heures dans ses toilettes avec porte fermée, fenêtre fermée. Voilà, si on peut. Et si Un on côté peut. un peu planant aussi. Voilà, là où ça devient plus compliqué, c'est pour le tirage, où effectivement il faut de la place pour l'agrandisseur, il faut une pièce noire. Contrairement à ce qu'on pense souvent, pour le développement, il n'y a pas besoin d'une pièce noire parce qu'on utilise une cuve où une fois qu'on a transféré le film à l'intérieur, on peut faire ça en pleine journée, en lumière du jour. Mais pour le tirage, effectivement, il faut pouvoir allouer un espace. Le tirage, ça prend beaucoup de temps. Moi, je sais que si je devais déménager ma salle de bain chaque fois que je veux faire un tirage, je ne ferais pas de tirage. Le fait d'avoir un espace qui est dédié, où j'ai déjà un agrandisseur qui est installé, où je peux juste attirer mes cuvettes, préparer mes chimies, ça facilite quand même beaucoup le process, quoi. C'est Mais comme les streamers sur YouTube qui ont leur setup tout de suite prêt, quoi. c'est ça, finalement. c'est ça. Mais après, un placard, ça suffit. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup d'espace. Tant qu'on a accès à l'eau pas très loin et qu'on a une pièce dans laquelle on peut faire le noir total, on peut faire du tirage argentique chez soi sans problème. Bon, écoute, c'est parfait, on va conclure là-dessus. Bon, évidemment, on a survolé un peu Oui. tous les sujets, hein. On pourrait rentrer bien plus dans le détail sur toutes ces thématiques, mais voilà, ça fait une première vision globale d'ensemble, et il n'est pas impossible que on consacre dans le futur des émissions un petit peu plus spécifiques à certains aspects de cette pratique de la photo argentique. Merci beaucoup, Baptiste, pour toutes tes explications.